Vous êtes sur la TV7 et c'est l'heure de l'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Installez-vous confortablement. Les titres, les voici. Nous parlons gouvernance. Les autorités togolaises envisagent œuvrer pour un équilibre réel entre la préservation des libertés publiques et la nécessité de maintenir l'ordre et la sécurité. Un projet de loi a été adopté en ce sens. Les précisions tout à l'heure. Aussi, les autorités togolaises s'activent quant au désenclavement des zones rurales et au renforcement des liens interurbains. Un projet de construction de 21 ponts dans 5 régions, financé par la France à hauteur de 78 millions d'euros, a été lancé à cet effet. Nous vous livrons les détails tout de suite. Au-delà de nos frontières, en Sierra Leone, des responsables du pays ont indiqué que les troubles ayant fait 21 morts dimanche à Freetown étaient le fruit d'une nouvelle tentative de coup d'État dans le pays, impliquant des soldats et des gardes de l'ancien président Ernest Bai Koroma. Les détails à suivre. Et dans les restes de l'actualité, 11 employés d'une mine de platine sud-africaine ont perdu la vie dans l'accident de l'ascenseur qui les remontait à la surface à la fin de leur journée de travail. On y revient également dans un instant. C'est donc tout pour les grands titres de ce journal. Restez avec nous, les détails, c'est tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. Face à la complexité de la sécurité, l'exécutif togolais veut œuvrer davantage à un équilibre entre la préservation des libertés publiques et la nécessité de maintenir l'ordre et la sécurité. Un projet de loi organique a été adopté à cet effet lors du récent Conseil des ministres et vise justement à régir l'état d'urgence et l'état de siège. On écoute les précisions à travers ce reportage signé Promise Bomegbe. État de siège et état d'urgence, il s'agit là de deux régimes de crise prévus par les tests en vigueur au Togo, permettant au pouvoir public d'étendre leur pouvoir d'action pour faire face aux situations de crise. Le premier, régime restrictif de liberté publique, est applicable en cas de menace étrangère ou d'insurrection. Il autorise de façon temporaire l'accroissement du contenu des pouvoirs ordinaires de police, la possibilité d'un dessaisissement des autorités civiles au profit des autorités militaires, ainsi que l'élargissement de la compétence des tribunaux militaires. L'état d'urgence, quant à lui, s'applique s'il y a un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. Il prévoit, toujours à titre temporaire, le renforcement des pouvoirs confiés à l'autorité administrative pour garantir la sécurité et l'ordre public et la limitation proportionnée de l'exercice de certaines libertés publiques. La situation sécuritaire se révèle de plus en plus complexe avec l'apparition et l'intensification des attaques de divers genres dans la sous-région ouest-africaine. Les catastrophes naturelles et les différentes crises représentent aussi des menaces pour ces populations. Il s'avère donc important pour l'exécutif de réunir les moyens nécessaires pour faire face aux défis de restriction de liberté publique, de renforcement de pouvoir de maintien de l'ordre public ou encore de dessaisissement des autorités civiles au profit des autorités militaires. Il s'agit en effet de trouver le juste équilibre entre la nécessité de préserver les libertés publiques et individuelles et celle de sauvegarder la paix, la sécurité, de même que la protection de la santé publique et de l'ordre constitutionnel. Tirant des leçons de la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, mais aussi d'autres situations de crise, l'exécutif togolais a examiné et adopté le projet de loi organique déterminant les conditions de mise en œuvre de l'état de siège et de l'état d'urgence au Togo. On en parlait également dans les titres. Le Togo a lancé un projet de construction de 21 ponts dans 5 différentes régions du pays financé par la France à hauteur de 78 millions d'euros. L'initiative vise à désenclaver les zones rurales, à renforcer les liens entre les centres urbains, mais également à promouvoir le développement socio-économique. C'est ce que rapporte Harold Messon-Atto à travers ce récit. Lors du récent Conseil des ministres au Togo, le pays a officialisé son projet de construire 21 ponts dans 5 régions, marquant ainsi sa stratégie visant à désenclaver les zones rurales. Cette initiative vise à rendre plus accessible et à renforcer les liens entre les régions éloignées et les centres urbains. Le ministre du Désenclavement et des Pistes rurales a présenté en détail le projet lors de la réunion, en soulignant que des discussions étaient déjà en cours avec des entreprises spécialisées pour la réalisation des différents édifices.
Ces travaux ont pour objectif de faciliter l'accès des populations rurales aux services socio-économiques de base et d'améliorer la circulation de leurs produits agricoles. Cette annonce revêt une importance particulière dans un contexte où la jeunesse togolaise est encouragée à explorer le potentiel de développement à travers l'agriculture malgré les obstacles persistants. Le financement de ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier de la France, qui a alloué une enveloppe de 78 millions d'euros, soit plus de 50 milliards de francs CFA. À ce financement s'ajoute une autre enveloppe de 33 millions d'euros, soit près de 20 milliards de francs CFA, de la Team Europe, destinée au financement partiel du programme d'appui aux pistes rurales. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet prioritaire de désenclavement et d'aménagement des pistes rurales, conforme à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Ces nouveaux ponts jouent un rôle crucial dans l'amélioration de l'accessibilité et la facilitation des échanges entre les localités. L'accès à l'eau potable au Togo, comme dans de nombreux pays de la sous-région, demeure un véritable souci pour les populations et ce déficient nous est patent, surtout dans les régions des savanes de la Kara, mais également celles centrales. Et face à la situation, et grâce à l'agropole de Kara, plus de 40 000 habitants seront desservis en eau et ceci pour un développement accru agricole. Les détails avec ce récit de Bernard Quinvy. L'accès à l'eau potable demeure une préoccupation majeure au Togo, quand bien même le gouvernement annonce un taux de desserte de 68% en milieu rural et 58% en milieu urbain. Dans certaines régions du pays, les habitants s'approvisionnent via des puits et des forages. Dans d'autres zones, l'insuffisance des ouvrages d'approvisionnement en eau potable et leur accès difficile constituent des problèmes majeurs qui influent négativement sur la santé et sur l'agriculture. Face à la situation, l'État togolais a lancé plusieurs projets pour combler ce déficit. Parmi eux se trouve l'agropole de Kara qui porte des ambitions majeures, à savoir donner à l'agriculture une autre dimension et lutter contre la pauvreté en mettant en place des ouvrages sociaux collectifs. Ainsi, l'agropole de Kara va desservir 42 000 habitants en eau pour le développement agricole. En effet, il s'agira de construire 128 forages équipés de pompes mixtes et de pompes à motricité humaine, sans oublier l'implantation de 4 mini-adductions d'eau potable. Il se manifeste par des préférences ou des traitements favorables accordés aux individus à la peau plus claire, tandis qu'à ceux à la peau plus foncée peuvent être désavantagés ou marginalisés. Ce phénomène s'appelle le colorisme. Quelles en sont les répercussions sur la vie des individus victimes de ce phénomène? On écoute les détails de Jessica Rallo pour plus d'explications. C'est un phénomène complexe qui existe depuis bien longtemps dans les sociétés africaines, plus particulièrement en Afrique noire. Lui, c'est le colorisme. Il est défini comme une forme de discrimination et de préjugés basés sur la couleur de peau qui existe à l'intérieur d'une même communauté ethnique ou raciale. Il se manifeste par une préférence ou une valorisation des individus à la peau plus claire au détriment de ceux à la peau plus foncée. Dans certaines régions d'Afrique noire, les personnes à la peau plus claire sont souvent considérées comme plus attrayantes et bénéficient d'un traitement préférentiel dans différents domaines de la vie, tels que l'emploi, la représentation médiatique et les normes de beauté. Cette préférence peut être influencée par l'héritage historique de la colonisation où la peau claire était associée à une élite sociale et à des privilèges. Le colorisme en Afrique noire peut également être lié à des croyances culturelles et à des normes esthétiques profondément enracinées. Par exemple, certaines sociétés valorisent les traits physiques plus proches des standards occidentaux, ce qui peut inclure une peau plus claire. Certains hommes, bien que foncés de peau, préfèrent les femmes à la peau claire. Ces normes peuvent avoir un impact sur l'estime de soi et la confiance en soi des individus à la peau plus foncée. Il est important de noter que le colorisme n'est pas universellement répandu dans toutes les communautés en Afrique noire et que de nombreux mouvements et initiatives luttent contre cette forme de discrimination. Des voix s'élèvent pour promouvoir la diversité des tons de peau et combattre les préjugés associés au colorisme. Toute autre actualité à présent, nous parlons technologie. Le Togo vise à améliorer sa position dans le classement mondial de préparation à l'intelligence artificielle. L'ambition présente certes des avantages, mais des défis
persistent, de même que des préoccupations liées à la confidentialité des données, mais également la perte d'emploi. Des mesures devront donc être prises et c'est ce que rappelle Promise Pomegbe à travers ce reportage. Processus d'imitation de l'intelligence humaine se reposant sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique, l'intelligence artificielle IA s'installe de plus en plus dans différentes sphères. Que ce soit dans la santé, l'éducation, l'agriculture et bien d'autres, elle produit des résultats satisfaisants et rend de nombreuses tâches moins complexes. L'intelligence artificielle, c'est cette capacité de l'ordinateur ou de la machine à pouvoir traiter des tâches très poussées, très complexes et très avancées, comme par exemple la reconnaissance d'images ou la traduction. Ça permet d'abord d'aller très vite. Donc par exemple pour la traduction, l'on n'a plus besoin de pouvoir connaître la langue de destination. Les avantages de l'intelligence artificielle sont très multiples et ça peut être même utilisé dans l'agriculture par exemple pour pouvoir prédire des maladies liées aux plantes et pouvoir les traiter plus rapidement. Le Togo occupe actuellement la 23e position en Afrique et la 145e à l'échelle mondiale dans le classement de Oxford Insights 2023 des pays les mieux préparés à l'adoption de l'intelligence artificielle. Le pays ouest-africain veut se propulser dans le top 5 en Afrique, une ambition qui demande à ce que des dispositions soient prises favorisant l'entrepreneuriat technologique, développant des politiques incitatives et encourageant la recherche collaborative. C'est une très bonne vision, une ambition louable qu'a notre pays d'exceller dans ce domaine et je pense que c'est une nécessité pour tout pays qui veut accélérer son développement d'adopter les nouvelles technologies pour y arriver. Et comme disposition, il y en a plusieurs, mais la plus importante de tous, c'est l'instruction et l'éducation à pouvoir adopter ces technologies, connaître les avantages, les potentialités de cette technologie, puis ensuite introduire l'intelligence artificielle dans le curriculum des universités, introduire ces outils dans les entreprises pour pouvoir améliorer la productivité des entreprises ainsi que la relation avec les clients. Si l'intelligence artificielle peut transformer divers secteurs, les obstacles persistent, tels que la limitation des infrastructures et le manque de compétences. Le plus grand des défis, c'est d'abord l'accès permanent à l'électricité, puis ensuite l'accès haut débit et permanent à Internet et finalement l'accès plus facile aux outils digitaux tels que le smartphone, tels que la tablette ou tels que l'ordinateur. L'on évoque des menaces, notamment en termes de confidentialité des données, de perte d'emploi et de potentielle utilisation malveillante. Il s'avère alors nécessaire de s'adapter, à améliorer le cadre réglementaire et des normes éthiques pour atténuer les risques. Rappelons que le Togo se prépare à accueillir une semaine dédiée à l'intelligence artificielle en mars 2024. Actualité au-delà de nos frontières à présent, nous commençons par le Ghana voisin. Pour une troisième fois cette année, les eaux ont atteint un niveau critique dans les villes de Dawinia et de Pram-Pram. Hier mardi, ils étaient près de 200 ménages à être touchés par cette nouvelle inondation. Inondation occasionnée par l'incapacité du barrage d'Akosombo à libérer automatiquement l'excédent d'eau. Voici les images. Un impressionnant débordement s'est produit dans le barrage d'Akosombo dans la ville de Dawinia, près de Pram-Pram, dans la région du Grand Accra, entraînant une élévation fulgurante du niveau des eaux. Les habitants de Dawinia et de Pram-Pram sont inquiets car les eaux ont atteint le niveau des fenêtres, mettant leur sécurité en danger. Les inondations de mardi ont touché plus de 200 maisons. Je ne sais pas ce qui est arrivé à une femme enceinte et à ses enfants. Je ne les ai pas vus passer. Tous les ans, cela se produit et dure 3 jours. Mais la gravité de l'inondation actuelle est sans précédent. C'est la 3e fois cette année que cela se produit, ce qui met en évidence la nature récurrente du problème. Le barrage est prévu pour libérer automatiquement l'excédent d'eau, l'aggravation de la situation étant attribuée à l'abondance des précipitations. Le député de la région s'est rendu dans la zone touchée pour recueillir des informations de première main. Il y a des causes naturelles à cette situation, mais elles ont été exacerbées par les décisions et l'inaction. L'indiscipline qui règne au sein de notre communauté fait que des personnes en paient aujourd'hui le prix. Nous devons mener des enquêtes appropriées.
Même pour que l'eau se retire, nous devons briser certaines choses. Nous devons venir ici avec les engins de terrassement et les briser, car nous ne pouvons pas permettre que la cupidité d'individus affecte la vie et les biens de l'ensemble de la communauté. C'est inacceptable. L'incident de Dawinia fait suite au récent déversement du barrage d'Akosombo qui a déplacé plus de 30 000 personnes le long du bassin de la Volta. La situation met en évidence la vulnérabilité de communautés face aux forces de la nature. On vous en a parlé en début de semaine. Une armurerie de Freetown, la capitale sierra-léonaise, a été la cible d'une attaque perpétrée par des hommes armés et qui aurait fait 21 morts dans la matinée du dimanche dernier. Revenant sur les événements, les autorités ont dénoncé une tentative de déstabilisation du pouvoir en place. Des suspects impliqués dans l'attaque seraient activement recherchés. De hauts responsables sierra-léonais ont estimé mardi que les troubles qui ont fait 21 morts dimanche à Freetown étaient le fruit d'une nouvelle tentative de coup d'État en Afrique de l'Ouest, impliquant des soldats et des gardes de l'ancien président Ernest Bai Koroma. C'était une tentative de coup d'État qui a échoué. Les critères examinés et tous les éléments dont nous disposons à mesure que l'enquête avance montre clairement que l'intention des personnes était de renverser illégalement le gouvernement démocratiquement élu. Les instigateurs du coup de force qui a secoué la capitale dimanche, mais aussi permis l'évasion de centaines de prisonniers, sont toujours recherchés. La police sierra-léonaise a publié les photos de 34 hommes et femmes qui seraient en lien avec ces affrontements. Des militaires et des officiers ont perdu la vie. 14 soldats des forces armées de la République de Sierra Leone, un officier de police, un officier des services correctionnels et 3 assaillants sont morts. Le président de la commission du bloc ouest africain, Omar Alieu Touré, a évoqué un possible déploiement d'éléments régionaux en Sierra Leone. Nouveau drame dans une mine sud-africaine. Une dizaine de mineurs ont perdu la vie alors qu'ils remontaient à la surface en fin de journée de travail à l'aide d'un ascenseur. Le dispositif n'aurait apparemment pas supporté le poids du nombre de travailleurs et aurait donc fait une chute libre de 180 mètres. Des responsables de l'industrie se sont prononcés. On les écoute. 11 employés d'une mine de platine sud-africaine sont morts dans l'accident de l'ascenseur qui les remontait à la surface à la fin de leur journée de travail. Dans un puits profond de 1000 mètres, 86 employés remontaient vers la surface quand l'ascenseur a plongé hors de contrôle, tuant 11 personnes et en blessant 75 autres. C'est préoccupant, surtout parce qu'il s'agit d'accidents qui pourraient se répéter. Le syndicat AMCU a lancé un appel en faveur de l'amendement de la loi sur la santé et la sécurité dans les mines, afin que les patrons de cette mine rendent des comptes et soient punis conformément à la loi. J'espère que cet incident et cette enquête feront l'objet d'un examen plus approfondi et ne seront pas menés juste sur la base des décès. L'ascenseur a stoppé net sa course après une chute libre d'environ 180 mètres de haut. Le contrepoids a créé un choc si violent que 11 mineurs ont perdu la vie. En général, dans cette situation, nous informons la famille par le biais d'un conseil d'exploitation. Notre équipe des ressources humaines se penche sur les aspects liés à la santé mentale et au traumatisme. Nous nous assurons de suivre ce processus avec nos employés. L'Afrique du Sud abrite les mines les plus profondes du monde et nombre de sites disposent d'ascenseurs pouvant transporter plus de 100 mineurs à la fois. Les accidents mortels impliquant des mineurs sont fréquents dans le pays, faisant encore des dizaines de victimes chaque année. Selon des statistiques officielles, 50 employés sont morts dans les accidents miniers en 2022. Et pendant ce temps, la migration continue par être un véritable casse-tête pour certains pays maghrébins. Hier mardi, la Libye a dû renvoyer plus de 200 migrants nigériens et tchadiens vers leur pays d'origine. Une opération conjointement menée avec l'appui de l'Organisation internationale pour la migration. Voici le compte rendu.
Les autorités libyennes ont renvoyé mardi près de 250 migrants irréguliers tchadiens et nigériens vers leur pays d'origine dans le cadre d'une coordination entre les régions rivales libyennes. Moussa El Koni, vice-président du Conseil présidentiel libyen, a indiqué lors d'une conférence de presse qu'il faut que les pays de départ et de transit coopèrent avec les pays de destination pour faire face aux réseaux criminels de trafiquants entre la Libye, le Tchad et le Niger. Nous avons tous payé un prix fort à cause de ces groupes qui tentent de tirer profit des ressortissants du Niger et du Tchad, mais aussi de pays plus lointains d'Afrique et d'Asie pour les faire passer en Europe. Plongé dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 et divisé entre autorités rivales de l'Est et de l'Ouest, la Libye est devenue une plaque tournante pour des dizaines de milliers de migrants cherchant à gagner l'Europe par la mer. Dès demain jeudi s'ouvrira la 28e réunion des Nations Unies pour le climat, la COP28 à Dubaï. Mais bien avant, le président de la Commission de l'Union africaine, le secrétaire général des Nations Unies se sont penchés sur le financement de la transition énergétique en Afrique. Nous vous livrons le compte rendu à travers ce reportage. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, se sont exprimés à l'avant-veille de la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP28, sur la question du financement de la transition énergétique qui sera au centre des débats à Dubaï. Comme vous le savez par ailleurs, la question du financement du développement et du financement de la paix se pose avec acuité. Le débat aujourd'hui est sur la question de la réforme des institutions financières internationales. En tout cas, le continent africain souffre du manque de financement. Pour le chef de l'ONU, l'Afrique est victime d'une double injustice, l'injustice historique liée au colonialisme et à l'esclavage, et l'injustice actuelle liée à l'architecture des relations internationales, notamment par rapport au pouvoir financier et économique. L'Afrique reste l'une des principales priorités de l'ONU et cette priorité repose sur la conviction que nous devons travailler avec l'Union africaine en nous appuyant sur le principe de solutions africaines aux problèmes africains et ce, dans toutes les dimensions, la paix, la sécurité, le développement et le climat. Le chef de la Commission de l'Union africaine veut des mesures concrètes, rappelant que le continent africain compte près de 600 millions d'habitants ne connaissant pas encore l'électricité. Point final donc à l'édition de ce soir. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de soirée.